Bonjour, bonjour. Salut Pierre. Alors, est-ce que ma caméra fonctionne? Tac. Yes, ça marche. Je crois que tu m'avais dit que tu avais déjà partagé une présentation dans Jitsi, non? Je l'ai déjà fait. Alors, c'était hier matin, j'en avais une aussi. Il y avait des petits soucis de technique, mais je vais réessayer. J'espère que ça va marcher. En tout cas, bonjour tout le monde. Il y a du monde là. 25 personnes. Wow. Cool. Oui, c'est. Ah mince, je voulais Ouais, encore mettre mon t-shirt. Regarde, J'avais prévu mon t-shirt de coach, mais j'ai oublié de le mettre. Bon, je vais pas me et pardon, déshabiller devant tout le monde. j'ai pas mis le t-shirt Startup Weekend non plus. Ok, ça roule. Je n'ai pas le son sur mon PC. Y a-t-il un réglage à faire? Alors, il y a plein de messages. Je te laisserai gérer les messages parce que c'est vrai que pendant que je fais la conférence, si tu peux me couper s'il y a des questions, des choses comme ça serait bien. Oui, alors hier, avec Adrien, il n'entendait pas quand j'essayais de le couper quand il parlait. Euh, Attends, je voulais répondre du coup à une question. Donc j'essaierai de te couper, mais Ça si marche. j'arrive pas à te couper immédiatement, je te ferai remonter les questions un peu quand tu feras des pauses. Ok. Alors oui, si vous avez des problèmes de son, je crois qu'il faut relancer le navigateur et actualiser la page. Alors enfin je sais pas si on commence dans quelques minutes, mais pendant ce temps, les autres, vous pouvez préparer du papier et de quoi écrire. Parce que bon, je vais essayer de rendre ça un petit peu interactif. Donc il y aura des petits exercices à faire. Donc si vous pouvez, J'ai vu alors le programme. c'est encore mieux si vous avez des post-it. Alors Pierre, est-ce que Alors tu je vais arrives à essayer. partager? Donc attends, déjà je coupe ma caméra, Ah, ça ferait gagner un peu de bande passante. parce que vu qu'on est déjà à 28 personnes connectées, je pense qu'on va pouvoir démarrer dès que tu es prêt. Ou si tu veux, en attendant, comme il est possible qu'il y a des personnes qui soient connectées et qui n'aient pas été présents hier, je vais juste faire une toute petite introduction sur pourquoi cette semaine, comment on l'a pensé. Et du coup, après, je te passe la parole si ça te va. Avec plaisir, ouais. Ok, super. Dans ce cas, c'est parti. Ah, Pascal dit qu'il t'entend, mais pas moi. Euh, Il a ses petits chouchous. Peut-être qu'il faut que je coupe ma caméra aussi. Bon, bah écoutez, je vais couper ma caméra le temps de faire l'introduction et on va voir ce que ça va donner. Je vérifie qu'il n'y a personne d'autre qui a sa caméra pour optimiser la bande passante. Alors, donc bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être connectés avec nous ce soir pour ce webinaire étude de marché de la Startup Week. Alors très rapidement, vu que je l'ai déjà expliqué hier, déjà qui nous sommes. Donc nous sommes l'équipe d'organisation du Startup Weekend Mulhouse. Étant donné les actualités sanitaires dues au coronavirus, nous avons dû nous réorganiser pour cette année. Nous n'avons donc pas proposé de Startup Weekend. Pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le Startup Weekend, donc ça commence le vendredi soir, ça se termine le dimanche, comme son nom l'indique, c'est sur un week-end. Et c'est un week-end pour venir rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, former des équipes et faire passer des concepts de startup d'une idée très vague ou très naissante à un concept de startup ficelé qui sera présenté devant un jury d'entrepreneurs le dimanche.
c'est à peu près tout ce que je vous dirais là-dessus, si ce n'est que si vous ne connaissez pas, je vous encourage à suivre notre page Facebook et à vous renseigner. En novembre notamment, il y aura le Startup Weekend de Strasbourg qui aura lieu. Et c'est une super opportunité, peu importe où vous en êtes dans votre projet. Alors, si votre projet est très avancé, vous ne pourrez pas forcément le proposer pour une équipe, mais vous avez en tout cas plein de choses à apprendre. Il y a des super coachs comme Adrien qui était présent hier, qui sont là pour faire avancer les projets. Et donc, qui nous sommes? Alors, nous sommes une équipe en partie de bénévoles, en partie de salariés des structures que sont le Technopole Mulhouse et le Tuba Mulhouse. Et voilà, ça fait plusieurs années que nous organisons le Startup Weekend Mulhouse. Et notre but, c'est de fournir des outils et des informations, des expériences agréables pour soit vous intéressés de l'entrepreneuriat mais qui n'avaient pas forcément d'idées, qui voulaient en savoir plus peut-être pour plus tard. Donc cette semaine a été pensée pour que vous puissiez vraiment choisir à la carte les interventions qui vous intéressent sans forcément vous lancer sur un projet et en travailler en particulier. Et elle a aussi été pensée pour que si vous avez une idée de projet que vous souhaitez faire avancer, que vous puissiez, comme ce soir par exemple, profiter des conseils que Pierre va vous donner pour dès ce soir ou demain passer à l'action, utiliser ces conseils. Et du coup, on vous encourage notamment à bien suivre ce soir, demain soir et vendredi soir si vous voulez vous entraîner à pitcher. Et ensuite, à profiter de tout ce que vous aurez fait ces 3 jours pour profiter d'un rendez-vous avec un de nos coachs samedi dans la journée. Il vous challengera non seulement sur ce que vous avez fait, sur les questions que vous pouvez, enfin, il répondra aux questions que vous pouvez vous poser sur la suite, les étapes suivantes pour vous à franchir, les structures qui peuvent vous accompagner et les outils qui peuvent vous aider à valider le fait que votre idée soit intéressante ou qu'il faille la retravailler. On me dit que le son est très mauvais. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Je vais très rapidement passer la parole à Pierre. Et d'ailleurs, je crois que j'ai à peu près fini de vous donner les informations. Donc Pierre, alors, pour que vous sachiez, bon, du coup, tout le monde a coupé sa caméra, mais donc c'est enregistré. On vous communiquera dans les jours qui viennent l'enregistrement de ce webinaire si vous voulez y assister encore. Et on fera la même chose avec le webinaire d'hier et le webinaire de demain soir, ainsi que celui de vendredi. Et on partagera aussi les slides hein, si vous le souhaitez. Oui, bah, on pourra les communiquer dans le même mail qu'on enverra. Ok, bah écoute, alors Laurent, Julie, si vous voyez que j'ai oublié une information, n'hésitez pas. Et sinon, Pierre, je te laisse la parole. Je crois qu'on est parti pour un. Alors, dans la philosophie, on est parti pour, je pense, une bonne demi-heure d'intervention de Pierre qui a des exercices tout de suite à vous proposer. Et ensuite, on a plutôt misé sur une demi-heure, mais hier, ça a débordé un peu sur. Désolée s'il y a quelques bruits, je crois que mon chat est devenu un peu fou. Euh, donc hier, on a plutôt misé sur une demi-heure de présentation et une demi-heure de questions-réponses, mais comme hier, selon votre motivation et toutes les questions que vous avez, on peut éventuellement déborder. En tout cas, ça devrait être fini au maximum vers 19h30. Voilà. Pierre, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. J'étais assez ambitieux effectivement sur le contenu, donc j'espère que je vais essayer de tenir à peu près les délais pour vous laisser le temps de poser des questions. Alors, on vous a vendu du rêve, on vous a dit ce soir, il y a une présentation sur l'étude de marché pour lancer ma startup, ça va être super. Donc voilà, on espère que vous allez être satisfait. J'aimerais juste rapidement me présenter quand même pour que vous sachiez voilà, qui vous parle. Donc je m'appelle Pierre, je viens du milieu du web. Je me suis spécialisé depuis quelques années dans ce qu'on appelle l'UX design, c'est-à-dire la conception d'expériences utilisateurs ou pour dire ça plus simplement, comment rendre un service ou un produit le plus agréable possible pour les usagers. Voilà. Et j'ai créé une société qui s'appelle Impact Positif. On travaille souvent avec le Tuba.
Et on propose 3 types de services. On fait de la recherche pour bien comprendre les utilisateurs. Voilà, on va à leur rencontre, on pose des questions, on fait des interviews, on teste avec eux des produits, des prototypes pour voir si ça fonctionne. On aide nos clients à centrer leur stratégie, pas seulement sur le business ou le marketing, etc., mais aussi sur le besoin client. Et donc ça passe par de la facilitation, de l'accompagnement, amener la culture d'entreprise un peu voilà, axée sur le client plutôt que juste sur la productivité. Et puis, il y a toute la partie, donc ce que je disais tout à l'heure, le design, donc la conception de l'expérience utilisateur. On peut dire aussi le parcours client, la scénarisation finalement de ce que va vivre l'utilisateur avec un service ou un produit. Alors, comme c'est un petit atelier, alors en théorie, je préfère ça en physique, mais disons que voilà, il y a des petites règles. En plus, vous pouvez pas me couper, donc c'est génial pour l'écoute, il n'y a pas de souci. Pour la présence à 100%, je vous fais confiance. Bon, pareil, bienveillance, respect du temps. Voilà, je vais essayer de le faire moi-même tout seul, et on va essayer de faire ça dans la bonne humeur. Voilà. Alors, première chose, on parle d'études de marché, mais en fait, je vais un peu dévier au niveau du sujet. Donc, je suis désolé pour ceux que ça va décevoir, mais voilà, j'ai envie de faire passer un message. Si vous n'avez pas de clients, si vous n'avez pas de besoin client, ça ne sert à rien de faire une étude de marché. Il n'y a pas de marché, quoi. D'ailleurs, si vous lancez une startup, il faut vraiment bien comprendre le besoin client avant de faire le benchmark de votre solution. Ça ne sert à rien de créer une startup, de trouver des fonds, d'investir, de développer une super intelligence artificielle si derrière il n'y a pas de besoin client. Donc j'espère que vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, il y a des études qui le montrent. Il y a beaucoup de startups en tout cas qui échouent parce qu'elles n'ont pas réussi à capter leur vraie problématique, le vrai besoin client. Alors aujourd'hui, donc dans cette demi-heure, on va essayer de comprendre le besoin, de valider le besoin, d'imaginer une solution et de valider la solution. Ça, c'est un petit peu l'approche que je vous propose, en tout cas pour cette Startup Week. Évidemment, on n'abordera pas tous les points ensemble. Il y en aura certains que vous aborderez aussi avec David, surtout sur le côté imaginer et valider. Et donc vraiment, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de suivre un peu cette démarche. C'est-à-dire déjà, première chose, comprendre le besoin, le problème, etc. On va y revenir. Valider le fait que voilà, vous avez pensé qu'il y a un problème, mais il faut valider. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse, donc il va falloir le valider. Puis imaginer seulement à ce moment-là et pas avant. Sinon, vous risquez d'avoir des solutions qui répondent à aucun besoin. Et votre solution, vous l'avez imaginée, il va falloir valider aussi qu'elle fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on comprend le besoin? Quand on est UX designer ou quand on est chez le Tuba, nous, on aime bien poser plein de questions. Et la première, c'est vraiment pourquoi vous voulez faire une startup? Pourquoi vous voulez lancer un nouveau produit? Pourquoi vous voulez faire un nouveau service? Voilà, donc là, j'ai mis des exemples. C'est un petit peu la mission que vous voulez remplir. Alors là, j'ai envie de me lancer dans un truc. C'est quoi la mission que je me donne? Alors, j'ai un exemple qu'on fait chez un client. Il y a une équipe projet avec qui on travaille. Leur mission, c'est recréer en ligne l'expérience que les clients vivent en magasin. Ça, c'est vraiment la mission qu'ils se sont donnée. Alors, ça paraît cool et intéressant, mais on essaie de creuser. Il faut toujours essayer de creuser pourquoi vous voulez faire ça. Pourquoi est-ce qu'ils veulent recréer en ligne l'expérience du magasin? Alors voilà, on pose la question, permettre à nos clients, par exemple, de vivre une expérience aussi agréable sur Internet que lorsqu'ils viennent en magasin. D'accord? Très bien. Mais pourquoi? Pourquoi? Bon, si on creuse voilà, plusieurs fois, au final, l'objectif de notre client, c'est d'augmenter les ventes en ligne. Parce qu'actuellement, ils vendent beaucoup en magasin, mais ils ont un site e-commerce et les ventes en magasin, c'est limité en termes de marché, en termes d'espace, enfin de localisation, voilà, de régions sur lesquelles ils peuvent vendre, alors qu'en ligne, ils peuvent vendre beaucoup plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter les ventes en ligne. Voilà, donc on verra tout à l'heure pour l'exercice, mais voilà, quand vous réfléchirez à votre produit, à votre service, dites-vous bien d'abord, essayez de bien creuser, ok, pourquoi vous voulez le faire, qu'est-ce que vous essayez d'atteindre comme objectif. Une fois que vous savez ça, il faut bien comprendre le problème.
parce que derrière, il y a souvent des problèmes qu'on veut résoudre. Voilà. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ben, le problème, c'est qu'en ligne, enfin, il y a plusieurs problèmes, donc on a découvert plusieurs problèmes. Donc, ben, en ligne, les clients vivent une expérience très éloignée de celle qu'ils vivent en magasin. Ça, c'est une des problématiques de mon client. Ensuite, il y a aussi le fait que les clients ils passent beaucoup moins de temps à se décider en magasin que sur le site internet. Ah, ok. Il y a aussi un autre problème, ils touchent tous les clients dans un rayon de 100 km des magasins, etc. On peut en trouver comme ça plein des problèmes. Ce qui va être difficile pour vous, c'est d'essayer de déjà capter tous les problèmes qu'il peut y avoir, mais aussi de choisir, de décider quel problème vous voulez résoudre. Là, l'objectif de mon client, c'était, voilà, on veut que les clients passent moins de temps à se décider, enfin, sur Internet, on veut qu'ils passent aussi peu de temps, entre guillemets, à se décider que quand ils vont en magasin. Donc vraiment que ça aille plus vite sur le processus d'achat, et donc augmenter le nombre de ventes, et donc augmenter le chiffre d'affaires. Voilà, donc là, l'idée, c'est de lister tous les problèmes, et puis de choisir lequel est le plus critique, lequel est le plus intéressant pour vous. Il y a encore une variable à prendre en compte, c'est pas juste les problèmes, mais c'est aussi les besoins clients. Parce que voilà, on capte les problèmes quand on les repère, quand on va en magasin, on peut un peu analyser ce qui se passe, etc. Mais il y a aussi le besoin client. Alors, si je reprends mon exemple, c'est quoi le besoin client? C'est pouvoir faire ses achats n'importe quand, tout en restant chez soi, décidément. Voilà, c'est apparu surtout pendant la période de Covid, hein. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le pas, qui achetaient peut-être moins en ligne, qui ont vraiment sauté le pas et qui maintenant réalisent beaucoup d'achats en ligne. Le côté d'être rassuré par du conseil avant de se décider d'acheter, ça, c'est quelque chose qui est très fréquent quand on est sur Internet. Voilà, on n'est pas trop sûr, on cherche plein d'infos sur plein de sites différents. Quand on est en magasin, ben, on est déjà plus décidé, et puis en plus, on a le conseiller du magasin qui va venir nous parler, nous expliquer vraiment, répondre aux questions qu'on se pose. Et ça, pour mon client, c'était le point essentiel. C'était le besoin client auquel ils avaient envie de répondre. Moi, j'en ai mis un autre, un exemple, c'était voilà, pouvoir comparer différents types de produits. C'est vrai que sur le site internet, des fois, c'est plus compliqué, mais bon, voilà, ça, c'est pas l'essentiel. Donc, encore une fois, il va falloir identifier parmi tous les besoins clients lesquels sont les plus critiques, les plus intéressants à résoudre. Tout ça, évidemment, pour l'instant, c'est qu'une question d'hypothèse, hein, on ne fait que supposer les choses. Alors, je vois juste qu'il y a une question par rapport à histoire de magasin. Euh, le magasin, il existe déjà, effectivement. Par contre, l'innovation, elle se situe au niveau du service qu'on peut proposer pour résoudre cette problématique-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié on veut répondre à ce besoin-là, on peut imaginer des tas de solutions. Là, en l'occurrence, le produit sur lequel on travaille, le service sur lequel on avance en ce moment, c'est une forme de conseil en ligne, en vidéo. Et en fait, c'est en comprenant bien les différents problèmes et les différents besoins des clients qu'on a pu imaginer cette solution. Et donc maintenant, quand vous allez sur l'e-commerce de mon client, vous pouvez parler directement avec un conseiller comme si vous étiez en magasin, en vidéo. Voilà, donc je continue. Une question à se poser avant de bien comprendre les besoins, c'est aussi de comprendre les besoins des différentes parties prenantes. Parce qu'évidemment, ce serait trop simple s'il n'y avait qu'un seul client et c'était un robot qui faisait tout le temps les mêmes choix et que c'était toujours logique. Évidemment, il y a beaucoup de parties prenantes, il y a différents types de clients, d'une. Il y a les gens qui préfèrent acheter en ligne depuis toujours, il y a les gens qui préfèrent acheter en magasin, euh, il y a les vendeurs en boutique, c'est aussi des parties prenantes, ou ce que j'ai appelé des conseillers. Eux, ils font aussi partie du problème, entre guillemets. Il y a évidemment les administrateurs du site. Il faut aussi qu'ils puissent avoir un rôle à jouer. Donc, l'idée, hein, quand vous allez commencer à travailler sur votre solution, sur votre startup, c'est de vous dire, bon, bah, ok, on sait quel problème on veut résoudre. Maintenant, on va regarder un petit peu, bah, tiens, qui ça touche, qui sont les parties prenantes. Et en fonction de chaque partie prenante, essayer d'identifier les besoins ou les attentes principales. Donc là, voilà, c'est quelques exemples. Le client qui achète en ligne, lui, il aimerait bien vraiment visualiser les produits. Ça, c'est quelque chose de classique qu'on retrouve. Pas juste avoir un texte de présentation du produit, c'est pas intéressant du tout. Lui, il veut pouvoir visualiser. C'est un exemple. Le vendeur, c'est de comprendre les besoins, etc. J'espère que je suis clair, mais sinon, de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat.
Alors, premier exercice. Donc maintenant, si vous avez bien compris, vous êtes en train de travailler sur vous avez peut-être déjà comment dire, vous avez déjà une idée de projet, une idée de start-up. Je vais vous proposer un exercice, donc en 5 petites étapes. On va se donner quelques minutes. Le premier, c'est essayer de rédiger en quelques mots, genre 3-4 mots, votre mission. Quelle est votre mission? La mission que vous vous donnez. Ensuite, en 2, vous pouvez poser les questions pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc essayez de creuser un petit peu. Ça, c'était quelque chose que vous pourrez faire un peu plus tard, donc pas forcément là tout de suite. Mais une fois que vous aurez écrit votre mission, essayez de vraiment creuser, de vous comprendre, tiens, qu'est-ce que j'essaie d'atteindre comme objectif, quoi. Ce que vous pouvez aussi vous poser comme question, peut-être au lieu juste du pourquoi, c'est quel serait le critère de réussite? À quel moment je pourrais dire maintenant ma startup c'est une réussite. Je suis satisfait de moi, je suis fier de ce que j'ai achevé ce que j'ai réussi à avoir comme résultat. Ça peut être une question. Donc vraiment essayer de l'écrire sur un papier parce que si vous y pensez seulement, ça reste vague, ça n'existe pas. Tant que c'est pas écrit ou c'est pas visible, ça n'existe pas. Donc ensuite, ça c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire maintenant. C'est lister les parties prenantes. Donc essayez de penser, ok, qui ça va toucher, à qui je m'adresse, les différents types de clients, les différents types d'utilisateurs. C'est pas toujours la même chose, hein. Le client, c'est celui qui va payer, on est d'accord. L'utilisateur, c'est celui qui va utiliser votre produit et qui va pas forcément le payer. Donc, par exemple, quand on est des employés d'une entreprise, elle va nous mettre entre les mains, je sais pas, un logiciel. On sera utilisateur de ce logiciel, mais on ne sera pas le client. Le client, ça va être le service informatique, voilà, par exemple. Mais il y a plein d'autres exemples où l'utilisateur n'est pas le client. Il y a aussi tous les partenaires externes, les partenaires internes, les gens qui vont travailler sur le projet, voilà, pour comment dire, les prestataires, je sais pas moi, l'équipe projet, le chef, projet, le décideur, les investisseurs et tout ça, ça viendra plus tard, mais disons que voilà, vous pouvez déjà commencer à réfléchir un peu aux parties prenantes et réfléchir pour chacun aux besoins qu'il a, aux attentes qu'il a. Ça va beaucoup vous aider après à trouver des solutions qui répondent à leurs besoins. Et donc pour chacun, voilà, ce que je disais, c'est la partie 4. Donc pour chaque partie prenante, indiquer les besoins et les attentes. Et puis là, c'est un exercice qui sera à faire. Vraiment, je vous invite à le faire pour cette semaine. Pour chaque partie prenante, cherchez au moins 3 personnes que vous pouvez interviewer cette semaine. Donc par mail, par téléphone, par WhatsApp, par Skype, peu importe. Vous trouvez des personnes, si vous trouvez personne, vous demandez je pense qu'il y a un Slack de Startup Weekend où il y a d'autres participants qui connaissent sans doute quelqu'un qui a le profil que vous cherchez. Donc souvent, c'est assez rapide dans notre réseau, on peut trouver des gens qui ont un profil, voilà, des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui ont un profil qui nous intéresse. Euh, Appelez-les et posez-leur la question, tiens, voilà, qu'est-ce que tu as comme besoin, comme attente par rapport à cette problématique? Ok? Donc listez les personnes. Donc ce sera quelque chose à faire, voilà, c'est ce soir ou demain, d'ici dimanche. Ok, du coup, là, vous aurez déjà une bonne compréhension de la problématique, du besoin. Maintenant, il faut valider vos hypothèses. Comment vous allez faire ça? Alors nous, comment on fonctionne? Ben, on fait des interviews. Voilà, tout simplement, déjà, aller parler aux bonnes personnes. Donc, ça sert à rien d'aller parler aux personnes qui ne sont pas concernées, qui n'ont pas l'enjeu de votre utilisateur type. Mais voilà, si vous trouvez les bonnes personnes, si vous arrivez à les contacter, de leur poser les bonnes questions, déjà, vous apprendrez énormément plus que plein de gens, plein de startups, d'entreprises qui travaillent sur des sujets en n'ayant aucune idée de ce que pensent ou de ce que font les gens actuellement dans leur vie de tous les jours, comment ils fonctionnent, ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin. J'ai mis aussi focus group. La différence, c'est que l'entretien, c'est souvent en individuel. Le focus group, en fait, c'est avec un petit groupe de personnes. Par exemple, pour mon histoire avec mon client, là, on a fait un focus group avec un groupe de gens qui veulent faire des achats pour cet été pour du camping, parce qu'on avait décidé de faire un conseiller en ligne qui peut donner des infos sur du matériel de camping. Et donc, on a vu plusieurs personnes en même temps. L'intérêt, c'est que les gens peuvent
rebondir sur les idées des uns des autres, et du coup, on apprend aussi plein de choses comme ça. Et puis souvent, en termes de disponibilité, c'est plus rapide d'avoir un groupe en entier d'un coup. Une autre façon de valider finalement ce que vous avez émis comme hypothèse, c'est d'aller sur le terrain. Donc là, c'est un exemple où on a travaillé pour la Poste et on voulait créer un service pour le service d'entretien de la Poste, donc dans des grands immeubles. Il faut imaginer plein d'immeubles avec plein de bureaux. Et le service d'entretien, il fonctionnait en mode papier, donc avec liste des salles à nettoyer pour chaque femme de ménage ou homme de ménage. Et donc l'idée, c'était de numériser tout ça. Donc pour bien comprendre comment ils fonctionnent aujourd'hui, on est allé sur le terrain, on les a suivis pendant une tournée pour voir à quel moment est-ce qu'ils mettent les gants, quel type de chariot ils ont, comment est-ce qu'on pourrait intégrer dans ce processus, dans ce parcours client, utilisateur, pardon, une solution qui soit beaucoup plus facile à utiliser qu'une fiche papier avec la liste des salles. J'ai mis shadowing aussi parce que, en gros, la différence, c'est quand dans une immersion, eh bien, vous participez, vous vivez le truc vraiment, et dans le shadowing, en fait, vous mettez dans l'ombre, vous regardez comment ça se passe pour les utilisateurs. Une autre façon de faire, c'est de faire ou en laboratoire ou en contexte, d'observer tout simplement les usages. Il y a une entreprise suisse qui s'appelle j'arrive jamais à prononcer, Zilis, je crois, qui fait des ustensiles de cuisine et donc qui a voulu innover, créer des nouvelles cuillères, des nouveaux pots, des nouveaux ustensiles de cuisine. Et donc, ils ont observé les gens cuisiner. Ils se sont rendus compte que 90% du temps, quand on cuisinait, que ce soit une sauce ou de la pâtisserie ou autre, on léchait la cuillère avant de la mettre à laver. Je pense que là, si je posais la question dans le chat, j'aurais beaucoup de gens qui diraient oui, oui, moi je le fais tout le temps. Du coup, ils ont pu, à partir de là, imaginer des ustensiles vraiment adaptés au léchage de cuillère, donc avec des bords arrondis, souples, agréables à la texture pour la langue, etc. Ok, donc je disais tout à l'heure, dans le processus, on a validé, voilà, on a observé, on a compris en interviewant que effectivement c'était bien le besoin qu'on avait supposé, donc parfait. On peut continuer, et à ce moment-là, on peut imaginer des solutions. Alors, imaginer des solutions, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça de toute façon, en plus cette semaine, vous êtes souvent en individuel ou à plusieurs, donc voilà, je redonne juste les principaux éléments voilà, qu'on utilise nous, en tout cas, le brainstorming, où on a toujours une phase en individuel pour permettre à chacun de réfléchir de son côté avant de partager à plusieurs. Parce que le brainstorming qui est mal fait, disons, c'est dans une pièce où il y a plusieurs personnes et c'est juste celui qui parle le plus fort finalement qui est écouté. Donc nous, on aime bien laisser vraiment une phase en individuel de réflexion avant de partager à plusieurs. Donc si vous faites des brainstorming à plusieurs, voilà, prenez le temps de réfléchir d'abord en individuel avant de partager. Quelque chose qui marche toujours bien, c'est le mind mapping, où on essaie vraiment de trouver des éléments qu'on peut connecter les uns avec les autres pour ouvrir un peu le champ des possibles. Quand on cherche une idée, voilà, si par exemple on part d'un besoin, on peut noter le terme et puis après partir de là, dire voilà, tiens, ça c'est lié à telle chose, tel objet, tel adjectif, etc. Et puis voilà, essayer de réfléchir en cartographie comme ça de mots-clés, d'idées. Et puis aussi quelque chose qui fonctionne très bien, c'est d'essayer de bien fixer des contraintes. Plus on a de contraintes, plus on peut avoir des idées. Ça peut être même des contraintes totalement fictives. Vous êtes en train de réfléchir à une idée, je sais pas, là pour des cuillères, pour que les personnes puissent les lécher. Si je vous dis ça doit être des cuillères écologiques totalement recyclables, si je vous dis ça doit être des cuillères qui coûtent pas plus de 2 euros, si je vous dis ça doit être des cuillères qu'on peut interchanger ou modulables, voilà. C'est des contraintes qu'on peut se donner pour ouvrir un peu le champ des possibles et se dire, bah tiens, voilà, si c'était totalement des cuillères en bambou, si c'était des cuillères connectées, enfin voilà. Ça peut donner des idées. Ok. Et c'est là en fait que l'étude de marché entre guillemets rentre un petit peu en jeu à ce niveau de maturité du projet. Hein. Je dis pas qu'il faut pas faire d'études de marché, mais disons que pour l'instant, si vous êtes vraiment dans une phase d'idéation, vous essayez de comprendre un peu ce que vous voulez faire et de le concrétiser pour avoir un premier prototype ou autre, j'ai envie de vous décourager fortement de faire une grosse étude de marché qui va vous prendre du temps, qui va vous décourager plus qu'autre chose. Par contre, là, quand vous êtes dans la phase d'idéation, ce qui est intéressant, c'est de regarder ailleurs.
Donc, regardez déjà toutes les alternatives que vos utilisateurs ou vos clients utilisent aujourd'hui. Par exemple, quel type de cuillère ils utilisent, est-ce qu'ils lèchent aussi les fouets, etc. Est-ce que dans d'autres domaines, on peut aussi s'inspirer? Enfin voilà, regardez vraiment un peu ce qui se fait ailleurs. Moi, j'aime bien utiliser Pinterest pour chercher plein d'idées parce que voilà, je fais un board par type de problématique que j'ai et j'essaie d'y mettre tout ce que je trouve sur Internet. Je pense que vous connaissez tous Pinterest. Voilà, il y a d'autres outils qui permettent comme ça de lister, d'avoir un tableau avec plein de ressources différentes qui après, vous pouvez regarder rapidement voilà, s'il y a quelque chose d'intéressant. Évidemment, restez curieux, essayez voilà, de regarder un petit peu ailleurs, dans des, voilà, dans des domaines, je sais pas. Si voilà, moi je parle du conseiller tout à l'heure pour la vente en ligne, ça peut être regarder un peu ce qui se fait dans le milieu des transports, sur le conseil pour l'achat d'un ticket, j'en sais rien. C'est toujours intéressant. Ok. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais quand vous êtes en phase d'idéation, ne laissez pas les choses dans votre cerveau parce que c'est perdu. Il faut vraiment les rendre visibles, le plus visible possible. Les mots, c'est bien, mais des fois, ça, c'est pas assez concret. Donc vraiment, je vous encourage, si vous faites une phase d'idéation, pour essayer de présenter vos idées, même pour formaliser vos idées dans votre tête. Faites des dessins, des schémas, des esquisses. C'est pas besoin d'être joli, on s'en fiche. Il faut juste que vous puissiez comprendre ce que vous voulez réaliser. Et puis, nous, on aime bien travailler aussi avec des objets concrets comme des Lego, des Playmobil, du carton, parce que en concrétisant votre idée, en lui donnant forme, en fait, ça permet vraiment de se projeter et puis de voir qu'est-ce qui marche pas. Mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus. Et ensuite, là, c'est un peu plus le format classique qu'on va essayer pour vraiment formaliser les choses, synthétiser tout ce que je viens de dire là, c'est de remplir ce qu'on appelle le Value Proposition Canva. Ce Canva-là, en fait, l'idée, c'est de remplir les cases et de commencer par la droite, par la partie utilisateur. Donc en fait, c'est le profil de votre client, de votre utilisateur. L'idée, c'est de remplir les trois cases. Donc, il y a la case Customer Jobs. Donc, en français, c'est vraiment les tâches que veut accomplir votre client, l'objectif qu'il veut accomplir. Donc, voilà vraiment ce qu'il a envie de faire. Donc, par exemple, acheter du matériel de camping. Les pains, c'est les freins ou les peurs qu'il peut avoir par rapport au fait d'utiliser votre solution ou une solution alternative. Par exemple, voilà, j'ai peur que mon achat soit pas sécurisé en ligne, ou j'ai peur que le conseiller me voit alors que je sors de la douche, voilà, ce genre de choses. Et les gains, c'est les bénéfices qu'il peut en tirer. Voilà, c'est super, je peux le faire ça à 24 heures sur 24. Je peux acheter comme si j'étais en boutique à n'importe quelle heure de la journée. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez rempli ça en ayant bien compris, interviewé vos clients et tout ça, vous puissiez remplir en fait la partie gauche, la proposition de valeur. Donc c'est vraiment ça, c'est votre offre, votre produit, votre service. Sur la gauche, la Product and Services, c'est vraiment les fonctionnalités que vous vouliez mettre dedans. Donc fonctionnellement, voilà, qu'est-ce qu'on propose comme fonctionnalité? Voilà, on fait du conseil en ligne avec un conseiller qui explique comment fonctionnent les produits. Le Pain Reliever, l'idée c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour atténuer les peurs ou les freins que rencontre l'utilisateur. Et puis les Gain Creators, c'est d'essayer de trouver les éléments qui vont booster l'envie, booster le bénéfice pour le client. Ok, donc là, si jamais ça vous intéresse, ce sera dans les slides, vous pourrez essayer de les remplir avec vos idées. Le principe à la fin, c'est que ça matche. Hein. C'est vraiment que ce qu'il y a ici, là, dans les tâches que l'utilisateur doit faire, il puisse les faire avec votre produit ou votre service. Ok ? Et donc la fin, c'est valider la solution. Et puis pour ça, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de prototyper et puis de tester. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail, mais voilà, vous mettez les choses, ce que vous avez créé, dans les mains de vos clients utilisateurs. Et puis l'idée, c'est de faire ça de façon récurrente pour améliorer au fur et à mesure. Mais je pense que d'autres coachs vous en parleront plus que moi. Ok, je vous propose un petit exercice. On va essayer de faire ça assez court. Donc en fait, voilà, je vais vous laisser juste quelques minutes. Tac.
On va faire un exercice un peu théorique. Donc Chloé, qui était la personne qui s'est présentée au tout début, qui vous a présenté Tuba et Startup Weekend, on va essayer de l'aider parce que je sais qu'elle essaie d'avoir une pratique sportive régulière. Et donc on va essayer de créer une startup pour lui permettre de l'aider. Voilà. Ok. Alors le premier exercice, imaginez une solution pour aider Chloé à avoir une activité sportive régulière. Ok. Donc là, je vous demande sur votre papier, donc vous avez préparé un petit papier, lister au moins 3 idées. Allez, c'est parti. Et je vous laisse 2 minutes. C'est assez court, mais... Hop, je mets un petit time. Ça peut être des idées déjà existantes. Vous pouvez... Ah, c'est une start-up, donc essayez de prendre des choses qui sont... Si c'est déjà existant, il faut essayer de trouver une petite spécificité ou quelque chose d'intéressant qui vraiment peut t'aider. Et oui, ça peut être éventuellement déjà existant si on voit une petite différence ou quelque chose qu'on peut apporter en plus. Ok. De toute façon, hein, le principe d'une startup, c'est pas que de faire quelque chose qui est totalement nouveau. Souvent, c'est juste faire quelque chose peut-être qui est similaire à autre chose, mais qui apporte quelque chose en plus. Peut-être qu'on reviendra dessus, mais je pense que tout ce que tu dis là, même pour les personnes qui ne veulent pas forcément monter une start-up, ça peut être pris sous l'angle de la différenciation avec les concurrents. Exactement, ouais. Et disons qu'il vaut mieux au départ se dire, voilà, on veut créer quelque chose. C'est pas grave si les concurrents l'ont déjà, c'est peut-être une très très bonne idée. Après, c'est dans l'exécution, dans la mise en œuvre, que ça va être différent. Mhm. Et oui, à un moment, il faudra se dire, bon, bah, qu'est-ce qui me différencie vraiment de mes concurrents? Alors, si vous voulez aussi l'écrire dans le chat, vous pouvez proposer des solutions dans le chat. Mais j'espère que vous avez vraiment écrit sur un papier. Ok. Ok, c'est terminé. Voilà. Donc, exercice suivant. Oups, pardon. Alors, je vais vous demander, et là, je sais que ça peut paraître violent pour certains, mais de déchirer votre papier, de barrer vos idées, de tuer vos idées. Donc, c'était peut-être de très bonnes idées, mais je vais vous demander de les tuer. Voilà, donc j'entends pas les sons de déchirement, mais j'espère vraiment que vous le faites. Pourquoi je vous demande ça? Parce que, euh, parce que ça fait du bien de se dire, ok, j'avais des idées, c'était peut-être les bonnes, mais il faut accepter des fois de laisser passer la première idée qui me vient en tête. C'est peut-être justement pas la bonne. Et comme c'est pas la bonne et qu'on n'est pas sûr que ce soit la bonne, bah, il faut peut-être aller creuser un peu plus avant d'imaginer des idées. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On va commencer, avant de proposer des idées, par interviewer Chloé. D'accord? Donc je vais vous demander dans le chat de poser quelques questions à Chloé pour essayer un peu mieux de cerner ses besoins, ses attentes. Parce qu'évidemment, sinon, vos idées, ben, elles ne seront pas spécifiques aux besoins de Chloé. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés pour participer, poser quelques questions? Laurent, je t'en prie. Alors, est-ce que j'aime faire du sport? Ça dépend quel sport, mais plutôt oui. Qu'est-ce qui me bloque, le fait de faire une activité sportive ou le fait qu'elle soit régulière? Plutôt le fait de réussir à faire en sorte que ce soit régulier. Mes objectifs, alors il y a me muscler et il y a maintenir le poids que j'ai aujourd'hui, voire en perdre encore un peu. Les freins à la pratique régulière. Euh, alors je sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais quand c'est régulier, genre sur un lieu précis, avec un groupe précis, à des horaires réguliers, j'ai beaucoup de mal à adhérer. Euh, et, et après, je saurais pas trop dire. Je crois que j'ai pas vraiment réussi à trouver une activité que j'aime vraiment beaucoup et que j'arrive à faire naturellement. Pour l'instant, je cherche plutôt un sport à faire chez moi, mais j'ai pas vraiment trouvé quelque chose que j'arrive à faire un peu naturellement, régulièrement. Est-ce que Ok, j'aime le sport? attends, juste une petite pause. Alors, alors oui, je voulais le montrer avant, mais essayez de prendre des notes. Alors nous, on a une petite astuce pour prendre des notes qui est assez sympa, c'est de diviser une feuille en quatre, de mettre d'un côté les choses que voilà qui paraissent bien, genre quand elle dit,
j'aime bien faire du sport en général, voilà, tous les sports m'intéressent. Les choses, un peu les souhaits ou les problèmes qu'elle peut rencontrer. Donc, par exemple, moi, j'ai pas encore trouvé exactement le sport qui vraiment me plaît le plus. Là, c'est plutôt les questionnements qui sont sans réponse. Et puis là, c'est si jamais elle propose même des idées. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des notes. Et je rajoute juste encore une chose. Euh, voilà, j'ai mis juste des exemples de bonnes questions, entre guillemets, à poser. C'est un peu les questions qu'il faut absolument poser. Il y en a d'autres, évidemment, hein. Celles que vous posez, elles sont plutôt pas mal, hein. Mais voilà, la priorité, c'est pourquoi est-ce qu'elles sont le besoin de pratiquer le sport. Déjà, comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle essaie de faire. Voilà. Donc, c'était pas mal de lui demander, c'était tout à l'heure, là, quel objectif elle essaie d'atteindre. Il faudrait redemander pourquoi est-ce qu'elle veut gagner du muscle. C'était ça, hein, gagner du muscle, et puis voilà, etc. Voilà, vraiment les objectifs. Décrire la pratique sportive aujourd'hui, c'est bien de comprendre aussi comment est-ce qu'elle le fait aujourd'hui. Donc, elle nous raconte un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu fais comme sport, à quel moment. Quels sont les problèmes qu'elle rencontre? Bon, ça, vous avez commencé à poser, c'est très bien. Qu'est-ce qui lui manque? Voilà, pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ça, c'est plus un petit peu voilà, la laisser parler. Peut-être qu'elle a déjà des idées de solutions elle-même, en fait. Et puis, n'hésitez pas voilà, à redemander pourquoi. On va juste continuer encore avec deux, trois questions. Et puis après, on passe à la suite. Alors, pratique collective ou en solo, j'avais mis le collectif de côté justement parce que c'est pas très flexible généralement et que c'était beaucoup des trucs à heure précise, dans un lieu précis qui me correspondaient pas trop. Donc, j'ai plutôt fait en solo, mais je me demande si c'est peut-être pas ça qui bloque aussi le fait d'y arriver vraiment régulièrement et de m'y tenir. À quelle fréquence je suis open. j'ai j'ai déjà comment dire, j'ai pris une habitude où je marche un peu plus ou moins tous les jours. Et j'ai déjà fait des trucs où c'était tous les jours, mais une petite dizaine de minutes. Après, je veux bien tester d'autres choses aussi. Ok, Euh, une dernière question? oh là là, oh là là, oh là là. J'ai envie de répondre à tout. Souvent, niveau timing, ça va être moi, Euh, ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce que tu fais c'est quoi ta pratique aujourd'hui? ok, ma pratique aujourd'hui. T'as euh, dit tu marches 10 minutes, c'est ça? Non, alors du coup, j'avoue que le confinement a un peu tout foutu en l'air, mais à la base, je marche à l'aller et au retour pour aller au travail, ce qui fait à peu près 1 heure de marche par jour. Et là, du coup, pour ce que je fais à côté, c'est un peu mort, mais il y avait un moment où tous les matins, je faisais 8 minutes d'un sport un peu intensif. Ça m'arrive aussi de faire le truc sportif de la Switch avec le cercle là, l'espèce de jeu vidéo pour faire du sport. Et puis ponctuellement, ça m'arrive d'aller à la piscine ou de faire des choses comme ça, des fois de faire des trucs de yoga en ligne, des choses comme ça. Mais voilà. Oui, le Ring Fit, c'est ça, merci. Ok. Ok, bon, désolé, vous voyez, c'est super intéressant de poser des questions, on a envie de poser plein de questions, on a envie d'en savoir vachement plus, parce que c'est ça qui va nous permettre de trouver des bonnes idées. Donc voilà, l'idée, après, nous, hein, ce qu'on propose, c'est de... Alors là, on va pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est pas grave, vous pourrez le faire voilà, à côté pour vos projets, c'est de remplir ce qu'on appelle une empathy map. C'est essayer de trouver pour la personne un petit peu qu'est-ce qu'elle connaît, quelles sont les choses voilà, qu'elle a déjà entendues par rapport au sport, voilà, comment elle comprend la problématique, voilà, le sport, le quotidien, la pratique sportive, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle en connaît, ses ressentis par rapport à ça, comment elle le vit, est-ce que voilà, c'est plutôt, est-ce qu'elle culpabilise, est-ce qu'elle, quand elle en fait, elle est super heureuse et c'est ça qui voilà, lui donne le sourire toute la journée. Enfin voilà, vraiment au côté émotionnel. Euh, le côté des actions, ça c'est plutôt qu'est-ce qu'elle fait comme pratique aujourd'hui. Et puis les attentes, c'est un petit peu voilà, j'aimerais bien réussir, voilà, atteindre tel objectif, etc. Donc ça c'est une sorte de schéma que vous pouvez aussi essayer de remplir pour vos utilisateurs. C'est vraiment très intéressant à la fin. Vous avez vraiment une synthèse de votre client, quoi. Du coup, bon, je pense qu'on va zapper cette étape, mais ça aurait été intéressant, voilà, d'imaginer des solutions qui vraiment aident Chloé à avoir une meilleure activité sportive. Euh, Pareil, si vous avez une super idée là tout de suite, vous pouvez l'écrire dans le chat, mais sinon, l'idée, ça aurait été de réfléchir un peu plus, justement, voilà, peut-être
proposer une sorte de petit séminaire où elle peut tester plein de sports différents pour trouver le meilleur. Voilà, trouver quelque chose qui lui, une notification qui lui rappelle, tiens, aujourd'hui ce serait cool de faire du sport, ou un miroir connecté qui lui dit, tiens, t'as l'air en forme aujourd'hui, tu pourrais peut-être faire un peu à la piscine, ce serait cool. Enfin bon, voilà, j'imagine que vous avez plein d'autres idées. Hop. Et j'en arrive à la fin, un petit peu à la conclusion de ma présentation. Le message vraiment que je veux faire passer, donc c'est l'étude de marché, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais ça va venir. Mais concentrez-vous déjà sur le problème et surtout essayez de tomber amoureux plutôt du problème que de la solution. C'est-à-dire si vous dites ah j'ai une super idée de solution et que vraiment c'est votre bébé, vous travaillez, vous y réfléchissez tout le temps, vous avez envie voilà de l'améliorer, de le vendre et tout ça, et que vous en oubliez totalement le problème, ça va être très très douloureux le jour où vous vous rendrez compte qu'en fait votre solution elle n'est pas forcément adaptée aux besoins. Et donc, voilà, ça va être beaucoup plus douloureux que si vous aimez vraiment le problème et vous dites, bah, tiens, je pourrais partir sur telle idée, telle solution. Ok, bon, là, j'avais encore, voilà, remplissez, donc c'est un peu l'exercice pour ce que je vous propose de faire pour la suite, c'est de remplir le Value Proposition Canva. Voilà, voilà. Et puis, c'est le temps des questions. J'espère que j'étais clair. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, vous pouvez. Alors, c'est quoi? C'est un Discord ou c'est un Slack ou je sais plus, mais en tout cas, vous pouvez m'envoyer des messages pour me poser des questions ultérieurement, ou sinon là, tout de suite, je suis aussi disponible. Alors, Pierre fera partie de nos coachs samedi et c'est effectivement un Discord qu'on a mis en place. J'ai partagé le lien plus haut dans le chat. Je ne sais pas si Julie ou Laurent peuvent récupérer. J'ai aussi partagé un lien WeTransfer pour ceux qui veulent télécharger la présentation de Pierre, comme il est passé vite sur certaines slides. Si vous voulez revenir dessus, vous pouvez récupérer le lien. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut copier et recoller en bas du chat. Pour les questions, alors, je voulais juste, moi, avant, préciser quelque chose, Pierre, parce que tu disais l'étude de marché, c'est pas pour tout de suite, mais en fait, tu me dis si tu partages, mais pour moi, là, c'est vraiment la première pierre de l'étude de marché, parce que la première pierre, pardon. Parce que, enfin, pour moi, c'est le début, c'est un peu la phase presque segmentation par la problématique du marché que vous allez cibler, parce que si vous ciblez un marché trop large de tous les usagers vélo, par exemple, si vous voulez monter un magasin, ça peut amener à des chiffres qui ne vont pas forcément correspondre à la solution et à l'identité particulière du magasin que vous allez monter. Je ne sais pas si tu partages. De toute façon, dans l'étude de marché, il y a la phase de mieux connaître la clientèle, de savoir à quelle niche on s'adresse. Si vous captez mal les différents types de clients que vous avez, là, ce que j'appelais les parties prenantes, et que vous ne comprenez pas les besoins de chacun, votre étude, elle va être faussée. Mais c'est ça, on pense souvent à études de marché sur mon marché, il est composé de combien de personnes et combien de parts de marché est-ce que je peux espérer obtenir dans l'année qui vient ou des choses comme ça. Mais comment dire, même si c'est important à un moment d'aller chercher ces chiffres-là, ce qui va vraiment vous donner les éléments pour construire votre propre solution avec votre identité, qui va vous aider à toucher des clients particuliers, parce qu'on dit souvent que c'est plus facile de parler à une personne que d'essayer de parler à tout le monde en même temps. C'est plutôt le travail que vous a proposé Pierre aujourd'hui qui va vous y aider. Je rajouterais même que, effectivement, si... non, attends, ça m'échappe, pardon. Ça me reviendra peut-être. Corentin a une question qui est: est-ce qu'il est possible de clarifier les 4 symboles cœur, éclair, Ah oui, interrogation et un donc point? le cœur, en fait, c'est pour prendre des notes. Donc vous prenez une feuille A4 ou quoi, vous faites une grille. Et donc sur le cœur, en fait, c'est vraiment quand vous écoutez en fait la personne qui est interviewée, voilà, tout ce qu'elle dit qui est positif, qui lui plaît, vous dites voilà, ça lui plaît, ça lui plaît, ça c'est chouette. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir pousser après dans votre solution. L'éclair, c'est vraiment plus les problématiques qu'elle rencontre, les problèmes, les freins, les peurs, etc. Le point d'interrogation, c'est les questionnements que la personne a. Ah, j'ai pas compris le Ring Fit, comment ça marche. Voilà, ça, ce serait quelque chose à mettre dans la partie interrogation. Et puis les idées, c'est ah, moi j'aimerais bien, j'imaginerais bien
un coach dans mon miroir, par exemple. Voilà, c'est peut-être une idée déjà de l'utilisateur. C'est juste pour prendre des notes rapides en fait et rien oublier pour remplir après l'empathie map. Pardon, si je suis passé rapidement sur certaines slides, excusez-moi. Ouais, voilà. N'hésitez pas à les re-regarder après ou à me poser des questions s'il y en a d'autres. Alors, il y avait Dolce, ou Dolce, je ne sais pas comment on prononce. Pour le lancement d'un produit, comment faire l'étape de l'immersion, shadowing ou observation? Alors, effectivement, quand on, justement, Alors, ce que tu veux dire par là, c'est que tu as déjà un produit, tu veux le lancer, c'est ça? Pour voir, faire une étape d'immersion à ce moment-là? Oui. En fait, quand tu as déjà un produit, quand tu es en train de le lancer, l'immersion, c'est peut-être plus pour voir comment les gens l'appréhendent. Comment est-ce que tu acquiers des clients. Donc, je ne sais pas quel type de produit c'est, mais je sais pas si c'est maintenant les cuillères là de Zilis, pour le lancement du produit, ils pourraient très bien mettre ça en magasin, rester dans un coin du rayon avec une petite caméra ou même eux-mêmes en prenant des notes et puis regarder comment les clients viennent, regardent les produits et puis après les suivre jusqu'à chez eux pendant qu'ils cuisinent, ce serait encore l'idéal, mais voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'était clair? Hier, quelqu'un posait la question de est-ce qu'il vaut mieux faire les interviews clients ou usagers en réel ou est-ce que c'est possible de les faire par téléphone? Alors, c'est vrai que moi j'aime bien le physique parce qu'on peut lire aussi les, la communication non verbale, c'est-à-dire qu'on peut observer en fait comment les gens réagissent. Moi, j'ai déjà vu des tests utilisateurs où on a des gens qui utilisaient une application de rencontre pour voir un petit peu comment l'interface qu'on avait imaginée était perçue. Et, euh, et donc, ils ont testé l'application. Et après, à la fin, il y en a un qui disait, on lui a demandé comment ça s'est passé pour l'inscription, avec tout ça. Et puis, il a dit, ouais, pas de souci. Et quand on regarde la vidéo, quand on a observé en fait comment il l'a utilisé, il fronçait les sourcils et il était vraiment, enfin, il passait pas un bon moment, ça se voyait sur son visage. Et pourtant, à la fin, il a dit oui, sans problème, parce que par habitude. Donc, en fait, ce que disent les gens par téléphone, des fois, c'est pas forcément aussi parlant que de les voir le dire. Après, faire à distance, surtout avec les systèmes de visio, pour des interviews en démarrage, pour comprendre un petit peu qui ils sont, quels sont leurs besoins, leurs usages, c'est pas trop un frein, ça marche très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, peut-être plutôt la précision que je pensais peut-être apporter et te poser comme question, c'est du coup là quand on démarre avec le type d'interview comme celle qui a été réalisée avec moi, euh, l'idée là, c'est plutôt du coup de ne pas aller interroger sur j'ai telle solution, est-ce que ça vous parle, mais vraiment d'avoir fait le travail en amont de quelle est la problématique à laquelle je vais apporter une solution et d'aller interroger les personnes sur cette problématique. C'est bien ça. C'est ça, surtout si vous demandez à vos entourages ou à des gens, vous leur mettez quelque chose dans la main. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien? Il y a très peu de chances que les gens vous disent non, non, c'est vraiment pourri, à moins qu'ils soient pas très sympas. Mais en général, les gens disent oui, oui, c'est très bien, c'est super, moi je l'achèterai sans problème. C'est souvent pas super intéressant, en tout cas pour améliorer votre produit ou votre service. Donc il vaut mieux essayer d'abord de comprendre bien l'intérêt, la problématique, le besoin. Et une fois que vous avez quelque chose à montrer ou à prototyper, c'est juste de leur dire, OK, j'ai fait une application qui permet d'acheter du matériel de camping. On va faire un petit jeu de rôle. Toi, tu es client, tu as envie d'acheter du matériel de camping. Essaye avec mon produit d'acheter une tente. Et là, vous le laissez faire et vous observez. Et du coup, après, vous captez vraiment qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce que si vous lui demandez, je te montre comment ça marche, lui montrer, voilà, là tu cliques là, là tu fais ci, et puis là tu fais ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, non? Il va dire, ah, c'est super. Et ça, c'est pas très intéressant, c'est pas très constructif. Merci. Alors, je ne sais pas si Julie ou Laurent peuvent jeter un coup d'œil sur le Discord parce que visiblement l'invitation a expiré. Deux questions, je te les pose en même temps. Attendez, il y Euh, avait juste une Exactement, faut-il sur limiter faut-il. le nombre Ouais. de questions? Après, Et souvent, un entretien, vous aurez pas la personne plus de 20, 40 minutes pour une interview.
surtout quand c'est un public assez spécifique. Nous, on a travaillé sur une application avec des médecins. Les médecins, ils n'ont pas le temps et donc c'était vraiment des entretiens assez courts. Donc oui, limiter le nombre de questions. Il vaut mieux poser les bonnes questions et laisser parler la personne le plus possible plutôt que de poser 10 000 questions et au final, vous savez plus quoi faire avec toutes les réponses que vous avez. Et comment réaliser un bon questionnaire, c'est un peu le même principe, quoi. C'est trouver les questions les plus pertinentes qui vont vous apporter un enseignement, une richesse dans la réponse que vous pourrez utiliser après pour la suite. Au niveau des bonnes questions à choisir, Pierre, tu me dis encore si tu valides, mais un gros conseil, c'est plutôt de vous concentrer un peu comme vous l'avez fait sur la situation actuelle de la personne. Par exemple, qu'est-ce qu'elle a déjà utilisé, qu'est-ce qu'elle utilise aujourd'hui. Si vous voulez proposer un certain type de produit qui a un certain prix, je ne sais pas, mettons une Switch ou des choses comme ça qui représentent un petit investissement quand même, est-ce que la personne a déjà fait ce type d'achat dans ce domaine-là? Est-ce qu'elle a déjà réalisé ce type d'investissement? Parce que si elle investit pas du tout d'argent aujourd'hui dans le domaine, même si elle vous dit que oui, ça peut l'intéresser, c'est possible que ce soit pas le cas. Un peu comme ce que Pierre disait sur la réaction visuelle de la personne qui utilise l'application. Alors, vous pourrez pas forcément être là au moment où ils voient des pubs et des pubs ou des magasins et de voir comment ils réagissent devant. Mais une manière, c'est d'aller vraiment comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font et d'être vraiment sur les pratiques qu'ils ont eu et pourquoi ils ont arrêté, ce genre de choses, plutôt que qu'est-ce que tu voudrais ou qu'est-ce que tu penses ou des choses comme ça. Pierre, tu valides? Non, parfait. Hmm. C'est bien de connaître un petit peu leurs usages actuels, effectivement. Souvent, on se rend compte qu'ils ont toujours des alternatives, des fois assez étonnantes. Oui, la question sur les alternatives, c'est intéressant de dire si vous interrogez la personne si vous émettez une hypothèse sur la problématique que vous voulez résoudre, la première question, c'est est-ce que les personnes auxquelles je pense sont bien concernées par cette problématique? Et si elles le sont, l'idée, c'est Elles ont toujours déjà des solutions, en fait. bah, D'une façon ou d'une autre, ils ont un problème, donc ils essaient de le résoudre d'une certaine façon. Donc il y a souvent des alternatives assez étonnantes. et s'ils n'ont pas de solution, c'est peut-être que le problème n'est pas assez gênant pour eux pour qu'ils investissent de l'argent ou même du temps dessus. Ils n'en sont pas conscients, etc. Ah, très bonne question, Natacha. Combien de personnes a interviewé pour valider le besoin? Alors, c'est pas évident de répondre à cette question. Moi, j'aime bien croiser des informations quantitatives avec du qualitatif. En général, quand on fait des interviews, on est sur environ un panel de 5 à 10 personnes. Ça suffit déjà à donner une tendance, à avoir un petit aperçu un petit peu du besoin, des différents types de problématiques. C'est déjà vraiment pas mal. Enfin, voilà. Là, je dis pour une startup, pour un startup week-end, au niveau de maturité sur lequel vous êtes, si vous avez déjà 3, 4 personnes qui peuvent répondre à vos questions et où vous sentez que ça concorde au niveau des réponses, c'est déjà super intéressant. Vous pouvez déjà un petit peu aller dans cette direction. Après, plus le niveau de maturité de votre projet va avancer, plus il faudra valider en fait vos hypothèses et être sûr de là où vous voulez aller. Et donc après, au bout d'un moment, c'est bien de rajouter un peu de quantitatif. Donc là, vous pourrez utiliser, il y a des techniques de récupération de données, par exemple, si vous, bah, pour mon exemple d'e-commerce, on essaie de mesurer vraiment le nombre de gens qui sont sur le site, le nombre de gens qui cliquent sur le lien pour parler au conseiller, etc. Voilà. C'est bien d'ajouter en fait du quantitatif sur ça par après. La question suivante, c'est faut-il noter le persona interviewé pour analyser les résultats? Alors Peut-être. évidemment, oui, oui, tout à fait. Quand si vous remplissez le Empathy Map ou si vous récupérez les réponses des différents types de clients, c'est effectivement ce qu'on appelle aussi des personas. C'est bien de différencier les différentes personnes pour voir, parce que les réponses ne seront pas les mêmes selon les personas. Ou alors c'est peut-être quand même, finalement, les personnes que vous avez interviewées font partie du même groupe de clients, de personas. Souvent, c'est en interviewant tout un panel de personnes qu'on arrive mieux à identifier les personas, en se rendant compte que pour une personne, c'est un problème très critique, euh,
de devoir se déplacer en magasin, de devoir parler avec une personne pour choisir un produit, qui déteste ça. Ça, c'est un type de persona. Euh, Quand on va interviewer d'autres personnes, ben, ça va être ah, j'adore le contact humain, etc. Pourtant, on se serait dit, voilà, c'est la même catégorie socio-professionnelle, c'est le même type d'âge, etc. Et en fait, c'est pas du tout le même usage, c'est pas du tout la même philosophie de personnes. Donc, vraiment, personnes différentes, réponses différentes. Donc, Natacha dit, hein, donc il faut faire plusieurs questionnaires au long du projet. Alors non, tu peux avoir les mêmes questions pour différents types de personas. Si c'est des clients, enfin, parce que dans les parties prenantes, tu peux aussi avoir par exemple, l'administrateur du site, je ne veux pas lui poser les mêmes questions que le client qui va aller sur le site. Mais les différents types de clients qui vont sur le site, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de leur poser les mêmes questions. Mais par contre, les réponses, je ne vais pas les groupes, enfin, je ne vais pas tout entremêler pour me dire, voilà, c'est pas la somme des réponses qui va me donner une tendance, c'est la somme des réponses par type de personne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Une manière de répondre à la question, je ne sais pas si c'était dans ce sens-là, mais dans les Startup Weekend, un de mes apprentissages du dernier Startup Weekend auquel j'ai participé, c'est que il y a ce type de questionnaire qualitatif où on va vraiment en face de la personne. C'est intéressant vraiment au début, quand on a eu l'idée et qu'on veut chercher à valider si les personnes sont bien concernées par la problématique. Et dans un premier temps, donc on va très large pour toucher un maximum de profils de personnes et ça nous permet au fur et à mesure d'arriver à resserrer, à comprendre quel est le profil qui va bien répondre à notre problématique et qui est concerné. Là, une fois qu'on a le profil, on va interroger plutôt des personnes de ce type-là pour avoir plusieurs interviews différentes. Et après, un autre type de questionnaire, c'est plutôt une fois qu'on avait bien validé la problématique, qu'on connaît notre profil et qu'on a pensé à une solution, d'interviewer la personne d'interviewer les personnes sur voilà la solution qu'on a, est-ce que vous êtes prêt, combien vous seriez prêt à payer, ce type de questionnaire-là qui peut être à ce moment-là plus quantitatif et donc par exemple des questionnaires Google Form ou des choses comme ça. Donc, ouais, pour essayer d'être vraiment clair, si là, vous devez faire un questionnaire pour lancer votre startup, commencez par un seul questionnaire que vous posez à tout un panel de cibles, d'accord? Par contre, les réponses vont vous permettre d'identifier différents peut-être types de personnes différentes qui n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. À partir de là, vous aurez différents types de cibles, d'accord? Il faudra identifier la cible la plus intéressée par votre produit ou celle qui souffre le plus du problème, parce que c'est elle qui va être ce qu'on appelle le early adopter, c'est-à-dire la personne qui va être le fan de la première heure, qui va acheter votre produit, hein, c'est votre client type. Et celui-là, vous pourrez faire un autre questionnaire, si vous voulez, après pour mieux comprendre vraiment son profil à lui. Donc ça, ce serait vraiment mon conseil de commencer par un seul questionnaire là pour tout un panel de gens qui ont l'enjeu que vous avez identifié. Et puis pour la suite, voilà, faites un seul questionnaire pour le moment, ça suffit. Marion, est-ce que ça répond à votre commentaire? Et sinon, Anna disait combien de temps au maximum un questionnaire doit-il prendre à administrer? Je ne sais pas si je formule bien. À administrer, je suis pas sûr. C'est-à-dire, pendant qu'on fait l'interview, alors souvent, c'est entre 20 et 40 minutes. Donc, 20, ça permet de déjà poser les questions principales. Si vous laissez un peu plus de temps, c'est bien parce que les gens ont plus le temps de raconter un peu leur vie. Voilà, si vous êtes curieux, vous demandez 15 fois pourquoi, c'est parfait. Ça dure plutôt 40 minutes en général. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, il y a quelque chose de très important quand vous interviewez quelqu'un, c'est de laisser des blancs. Essayez pas de combler les phrases des gens. Donc, ils sont en train de répondre à votre question. Souvent, on a tendance à vouloir combler les vides ou si jamais la personne elle réfléchit un peu, laissez-la réfléchir et surtout n'essayez pas de poser une autre question tout de suite. Essayez de la laisser parler le plus longtemps possible parce que c'est souvent elle a besoin de réfléchir et puis après c'est le moment intéressant qui arrive.